votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Ils sont tous très heureux de voir que la mode est japonaise pour ce mois. Nous allons tout simplement vous présenter votre programme habituel hebdomadaire. Je suis Constieka. Tout en vous remerciant d'être des nôtres et de partager cette heure d'information continentale avec vous, ce programme afro-mondial où nous parlons ici simplement de l'information vraie. Nous irons au Togo, au Congo. Nous allons voir l'actualité au Cameroun ainsi que l'actualité brûlante aussi en Côte d'Ivoire. Ce pays qui est aujourd'hui pratiquement en tête du peloton des pays qui marchent très très bien en Afrique. Nous allons aussi faire un tour, c'est pas de coutume, dans l'Afrique orientale. Et là-bas, nous parlerons de Djibouti. On reviendra au Tchad, on ira un peu aux États-Unis, voir un peu ce que font ce que fait la Banque mondiale, pour ne pas dire la manière dont elle juge les pays africains et leurs économies. Et ensuite, nous ferons aussi un tour au Burkina. Restez les nôtres parce que nous réservons un grand format exceptionnel. Tout de suite, nous allons aux États-Unis. Aux États-Unis, où vous savez que l'actualité brûlante, ce sont les présidentielles américaines. Mais de ce côté de la planète, aux États-Unis, nous allons surtout parler de cette réunion de la Banque mondiale qui, dans son rapport, a salué le bilan positif de la Côte d'Ivoire. Voilà qui fait plaisir à l'excellent management du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et toute l'équipe gouvernementale. Reportage Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. La Côte d'Ivoire engage des points positifs dans ses rapports avec les partenaires au développement. À Washington, la Côte d'Ivoire est saluée pour sa résilience, ses performances économiques remarquables et la gestion efficace des ressources financières publiques. Des résultats satisfaisants que le ministre des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire, M. Adama Coulibaly, a présenté au Forum des investisseurs souverains de la Standard Chartered Bank. En marge des assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, M. Adama Coulibaly, a dirigé une session consacrée aux dernières avancées économiques de la Côte d'Ivoire. La délégation de la Côte d'Ivoire a été conviée à partager son expérience autour du thème « Le partenariat mondial pour les finances publiques, nouveaux partenaires et état des lieux ». À cette rencontre, M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire, a mis en exergue les mesures prises pour optimiser les finances publiques, incluant notamment le renforcement du climat des affaires et la promotion de la gouvernance efficace. Dans le chapitre consacré au renforcement de la coopération au sein du groupe de la Banque mondiale, 4 ministres ivoiriens présents à Washington ont eu une séance de travail avec M. Ousmane Diagana, vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale. Nous avons d'abord tenu à saluer la présence très efficace de la Côte d'Ivoire à ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ils ont pu partager avec nous leurs expériences dans plusieurs domaines. Nous avons également échangé les initiatives nombreuses, parfois novatrices, que la Banque mondiale est en train d'expérimenter aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, en effet, notre institution va financer une opération d'appui budgétaire permettant à la Côte d'Ivoire de bénéficier des termes beaucoup plus intéressants pour ainsi investir l'épargne réalisée sur le développement de l'éducation. Et nous avons exprimé notre disponibilité à continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire. Le séjour à Washington des ministres ivoiriens s'est achevé par une rencontre avec l'équipe du département du Trésor américain conduite par M. Eric Moyer. Dans l'ensemble, une mission pleine et fructueuse dans un contexte où les agences internationales de notation classe la Côte d'Ivoire à la 2e place en Afrique subsaharienne, passant de respectivement positive à respectivement stable. Le pays d'Alassane Ouattara est aujourd'hui l'un des pays les plus attractifs du continent. Très bon point pour la Côte d'Ivoire, jugée par la Banque mondiale. C'est pas
nos histoires africaines, c'est la Banque mondiale qui juge positif le bilan de la Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite au Cameroun. Au Cameroun, le pays présidé par son Excellence Paul Biya. Au Cameroun, il s'est agi d'un parcours de formation pour 19 stagiaires du Centre de spécialisation, d'instruction et de perfectionnement du génie militaire qui s'est achevé récemment. Ceci était présidé par le colonel Jackson Kamgeng dans la ville de Douala. Reportage CNN Cameroun, dirigé par Stéphane Nego, Raoul Sankwe, Gérard-Richard Guezo, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. La cérémonie de fin de formation et de remise de parchemin au lauréat de la planification des capacités opérationnelles contre les engins explosifs improvisés s'est déroulée ce 25 octobre 2024 sous la direction du SIAPGEN, avec l'appui de l'équipe des experts de l'UMAS à la cour d'honneur de la garnison militaire de Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Le colonel Jackson Kamgeng, commandant du génie militaire, a présidé la dite cérémonie en présence du lieutenant-colonel Célestin Bou, commandant du SIAPGEN, du colonel Yende Saker, commandant de l'école de logistique, ainsi qu'une équipe d'experts belges, de l'UMAS et de nombreux officiers et sous-officiers des forces de défense camerounaises. De cette manière, ces récipiendaires achèvent plusieurs semaines de formation en planification opérationnelle contre les engins explosifs improvisés, dispensés par des spécialistes en mines des Nations Unies. La seule femme parmi les récipiendaires a été félicitée, tout comme les 18 autres stagiaires, par le colonel Jackson Kamgeng, commandant du génie militaire. Le second stage de lutte contre les engins explosifs improvisés avait pour but de former les troupes dans le domaine du déminage aux standards internationaux de l'Organisation des Nations Unies. Le stage a été d'excellente qualité et les apprenants ont pu acquérir des expériences multiformes. Concernant le stage, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint un autre niveau, celui de pouvoir apporter notre contribution au sein des états-majors dans la planification de la réduction des menaces liées aux engins explosifs improvisés. Le stage a eu 7 modules, mais dans ces modules-là, nous avons ce qui était plus important, ce n'était plus neutraliser comme nous avons l'habitude de faire, neutraliser et détruire. Là maintenant, il fallait aller plus haut, attaquer le système pour la sécurité de l'ensemble. L'organisation onusienne, qui s'est donné pour mission de former le personnel de défense du Cameroun, apprécie l'engagement et le sens du devoir des lauréats. We passed 19 students now as instructors in counter-IED threat mitigation. That means that the Cameroonian Defence Forces can train Cameroonians in their own threat mitigation training. It's been a wonderful success and we are incredibly impressed with our students on this course. It's been a great course. Well done. La cérémonie de fin de formation et de remise de parchemin aux lauréats de la planification des capacités opérationnelles contre les engins explosifs improvisés s'est achevée par un défilé militaire. Direction le Togo, le pays dirigé par son Excellence Faure Essosingbe Yassingbe. Le chef de l'État togolais a échangé avec la directrice générale de santé intégrée. Charlotte Adoulaye nous fait ici le compte rendu, assisté de Gérard-Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essosingbe Yassingbe, s'est entretenu avec la directrice générale de l'ONG Santé Intégrée, Madame Jennifer Schetter. Au cœur des échanges, l'amélioration du système sanitaire national à travers des stratégies de renforcement des agents de santé communautaires et le partenariat entre le Togo et cette organisation. Madame Jennifer Schechter a présenté au chef de l'État togolais le bilan des activités de l'ONG Santé Intégrée au Togo et le programme de la célébration du 20e anniversaire de l'organisation. C'était un honneur de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président, et d'échanger sur ses efforts de renforcer la santé communautaire, le système de santé, mais surtout la santé communautaire au Togo. Nous avons échangé sur les stratégies de renforcer les agents de santé communautaire pour avoir un système qui répond absolument aux besoins de la population. Notre organisation Santé Intégrée intervient dans la santé communautaire. Nous sommes en train de fêter notre 20e anniversaire. Nous avons commencé dans le VIH et étendu les efforts pour renforcer les soins primaires. Le gouvernement du Togo travaille en collaboration avec Santé Intégrée sur des politiques de développement sanitaire.
Des programmes de soins primaires intégrés sont également mis en place par l'organisation, notamment dans les communautés à la base, en particulier celles de la région de la Kara et bientôt dans tout le pays. Actualité panafricaine oblige, nous sillonnons comme ça à travers ce programme panafricain d'informations vraies. L'Afrique, nous quittons le Togo pour le Congo. Le Congo-Brazzaville présidé par son excellence Denis Sassou Nguesso. Un pays où les choses se font prudemment et se font bien. Il s'est agi d'une séance de travail entre le Premier ministre et les leaders commerçants des communautés ouest-africaines qui vivent tranquillement et paisiblement au Congo. Une rencontre qu'a souhaité le Premier ministre chef du gouvernement congolais pour montrer tout simplement la grande fraternité africaine. Ils nous en font écho, l'équipe CNN, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Jean-Richard Guezo et Marcel Bassolé. Le chef du gouvernement congolais, M. Anatole Koliné Makosso, a reçu en audience des dirigeants commerçants des communautés ouest-africaines, originaires du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso, installés au Congo afin de discuter des préoccupations du gouvernement concernant l'employabilité des jeunes. Des discussions en présence de M. Alphonse Claude Nsilou, ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, et de M. Hugues Gwelondele, ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, vise à encourager la participation et l'action autour d'un programme de solidarité emploi jeune. La communauté ouest-africaine dirige plus de la moitié de 75 000 unités commerciales. C'est pourquoi M. Anatole Koliné Makosso, chef du gouvernement congolais, encourage cette communauté à accorder une priorité à l'embauche des jeunes Congolais afin de résoudre un tant soit peu l'épineux problème du manque d'emploi des jeunes au Congo. Embauche mais également formalisation des emplois en les inscrivant à la sécurité sociale pour permettre à ces jeunes de bénéficier d'une retraite. Une fois l'exposé du Premier ministre terminé, le chef de la délégation ouest-africaine a exprimé sa gratitude envers le chef du gouvernement congolais, M. Anatole Koliné Makosso, pour les avoir associés à ce programme gouvernemental et a fait la promesse de créer un environnement propice aux attentes du gouvernement. Suite à la rencontre avec la communauté ouest-africaine, le Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, aura prochainement des échanges avec les communautés indiennes et libanaises qui vivent au Congo. Après le Congo, rien de plus normal que de faire un clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Eh oui, l'Université internationale de Libreville qui a cessé toutes les inscriptions au 30 octobre 2024. C'est parti pour une année à 100% réussite, comme si c'est bien le faire. D'ailleurs, toute cette institution, en parlant du lycée, du collège et de l'Université internationale de Libreville. Je vous retrouve juste après la réclame.
Après ce clin d'œil à l'Université internationale de Libreville qui a décidé de se focaliser surtout sur la formation des étudiants pour leur permettre d'être aptes tout de suite à répondre positivement au marché du travail. Nous quittons le Gabon, ce pays présidé par son Excellence Wiskoter Oligui Nguema, pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, un pays qui a décidé de faire des choses à l'africaine. Un avant-projet de loi sur le statut des forces armées nationales burkinabé adopté au Conseil des ministres et la mise en avant de la cotonnade du Faso d'Anfani à 100%. Vous découvrirez avec moi qu'a décidé de faire le président de la République et toute l'équipe gouvernementale du Burkina Faso. Charles Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé pour le reportage de CNN. Les costumes d'audience pour les magistrats et les greffiers seront désormais fabriqués à partir de la cotonnière burkinabé, le Faso d'Anfani. Il s'agit d'une décision importante prise par le Conseil des ministres, une modification opérée avec l'adoption de 2 décrets du ministère de la Justice et des Droits humains en charge des relations avec les institutions. Notre pays est engagé dans une voie d'autonomisation, d'indépendance réelle et véritable. C'est un processus qui a été participatif. Vous avez aujourd'hui un costume d'audience pour les magistrats, un costume d'audience pour les greffiers, entièrement à 100% un fait de la cotonnade du Faso d'Anfani. Et bien entendu, il y a quelques variétés par rapport au costume d'audience qui existait, parce que c'est le personnel du corps des greffiers, parce que c'est l'ensemble des magistrats qui ont été invités à définir, bien entendu, les caractéristiques du costume qui devront dorénavant revêtis dans le cadre de leur mission et dans le cadre de leurs fonctions. L'adoption d'un projet de loi sur le statut général des personnels des forces armées nationales est la deuxième décision majeure. L'objectif étant de corriger certaines lacunes et de réaliser des réformes afin d'améliorer leur efficacité. Il n'y a qu'une seule loi qui régit désormais la matière statut général des personnels des forces armées nationales. Dans le fond, plusieurs innovations ont été opérées. Il s'agit entre autres la durée légale de service qui a été ramenée à 12 mois au lieu de 18 mois, parce qu'avant c'était 18 mois et avec l'urgence sur le terrain, alors les hommes de rang, les militaires de rang étaient déployés avant les 18 mois, donc d'où la nécessité de ramener la durée légale de service à 12 mois. Autre innovation également, c'est le rétablissement de la catégorie des militaires de rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées et surtout lui permet de disposer d'effectifs plus importants avec un respect de la pyramide des grades. La facilitation également de l'intégration dans le corps des sous-officiers de carrière pour les sous-officiers titulaires d'une spécialité et issus du recrutement direct afin de les fidéliser. L'introduction d'un nouveau mode d'avancement qui est l'avancement à titre posthume pour tenir compte de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures. La promotion des inscrits au tableau d'avancement sur 2 semestres, en l'occurrence le 1er janvier et le 1er juillet, au lieu de 4 trimestres, atténuant ainsi les sources de frustration et facilitant l'administration des personnels. Autre nouveauté de la loi, l'ouverture à tous les officiers du rang à tous les grades de la catégorie des officiers et la possibilité de nommer les officiers du rang parmi les adjudants chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté. Après Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour ceux qui nous regardent du côté de l'Australie ou du côté du Canada et qui ne comprennent pas bien l'actualité africaine, sachez que là nous étions au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. La capitale c'est Ouagadougou. Maintenant nous allons au Cameroun, au plein cœur de l'Afrique centrale. Je vous retrouve juste après la réclame. Au Cameroun, il s'agit de la coopération Amérique-Cameroun. Un sommet de haut vol au Cameroun sur la collaboration AICHAM et Agence américaine de développement a été organisé. Reportage Raoul Sankwe, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo et Eric Bikek. Pour l'organisation d'un sommet sur les opportunités d'investissement macroéconomique au Cameroun. Organisé du 15 au 17 octobre 2024 dernier dans la ville de Yaoundé et présidé par son Excellence Christopher Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, en présence de son Excellence Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire,
d'éminents représentants de la Banque mondiale, de la BEAC, de la Société américaine de financement et bien d'autres personnalités. Du côté de Douala, dans la capitale économique du Cameroun, en partenariat avec la Chambre de commerce américaine, l'Agence américaine du développement international a organisé un sommet sur le thème « Opportunités d'investissement macroéconomique au Cameroun », plateforme de partenariat stratégique et innovant. Les États-Unis et le Cameroun ont exploré au cours de ces travaux les voies et moyens de coopération mutuellement bénéfiques entre les deux pays amis. Pour ce forum économique dans la ville de Douala, l'accent a été mis sur les secteurs clés d'investissement tels que la santé et l'environnement. L'objectif pour les deux parties est l'appui important aux petites et moyennes entreprises pour le développement. Cette conférence ou cet atelier, c'est le début de ce dialogue-là pour voir comment nous, de notre côté, du gouvernement américain, avec toutes nos initiatives, que ce soit Prosper Africa, que ce soit DFC, que ce soit Power Africa, que ce soit avec les opportunités qui viendront avec Agora, pour aider le Cameroun en général, le secteur privé camerounais, le gouvernement du Cameroun, à asseoir une base pour encourager l'investissement local. Le sommet vise également un examen approfondi du paysage macroéconomique du Cameroun et la solidification d'une plateforme de partenariat stratégique innovant, liant les secteurs publics et privés au travers d'une collaboration constructive. Ça fait partie de notre mission de soutenir et de collaborer avec un organisme comme l'USAID pour pouvoir amener au Cameroun les différentes agences américaines qui soutiennent l'investissement. Des rencontres interactives ont permis également la facilitation des partenariats entre pourvoyeurs et demandeurs d'investissement pour une matérialisation des opportunités de collaboration et de croissance. Il y a beaucoup de localités qui sont couvertes par le réseau électrique, mais dans lesquelles il y a des ménages qui ne sont pas connectés à ce réseau. Donc, un des palliatifs, c'est trouver une solution pour pouvoir faciliter le financement de ce branchement. Des solutions appliquées ci et là, c'est de réduire le coût de branchement. Mais la réduction du coût de branchement ne veut pas nécessairement dire entraîner une perte financière à la société d'électricité, mais elle peut aussi se faire sur une répartition sur une longue période, sur une période donnée. Le sommet s'est achevé le jeudi 17 octobre 2024 par une visite de terrain du port autonome de Douala-Bonabéry et de l'Institut universitaire JFN High-Tech, Institut de Santa Barbara à Bonamoussadi. La visite de ces centres universitaires et économiques stratégiques permettra aux officiels et aux dirigeants de s'apprivoiser d'une vision de développement durable en phase avec la stratégie d'appui au développement du gouvernement américain. Après le Cameroun, nous enfilons simplement notre bel gant droit et une chéchia rouge ou blanche et nous traversons comme ça le Cameroun pour le Tchad. Le Tchad, ce beau petit pays. Et je permets comme ça à Marcel Bassolé, qui a le secret de nous présenter souvent ces pays. Vous regardez sur cette fenêtre à ma gauche, il a l'habitude de présenter comme ça toute l'Afrique. Regardez cette très belle Afrique, cette Afrique belle. Et Marcel Bassolé, présente-nous encore un peu le Tchad, voilà. Vous regardez ce beau pays dirigé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, un pays qui prouve encore une fois que l'Afrique est belle. Nous y allons. Le chef de l'État tchadien lance l'opération Askanté après l'attaque terroriste à Bar Karam. Il a décidé lui-même d'être en tête de file de toute la délégation militaire pour mettre un peu fin à toutes ces histoires de terrorisme. Et nous en fait écho avec sa très belle voix, Charlotte Abdoulaye, assisté de Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Dans la nuit du dimanche 27 octobre 2024, les membres de la secte Boko Haram ont attaqué un régiment de l'armée tchadienne à Parkaram, une île située aux confins du lac Tchad, à proximité des frontières nigérianes et nigériennes.
À l'instar d'un réseau qui se déforme mais ne se brise jamais, les soldats tchadiens courageux ont réussi à faire face à cette attaque au prix d'un sacrifice ultime. Le bilan se chiffre à une quarantaine de morts et de nombreux blessés dans les rangs des soldats tchadiens. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, en tant que chef suprême des armées, a porté son uniforme militaire et s'est rendu sur le terrain des opérations en tant que garant de la sécurité et des biens du peuple tchadien. L'objectif principal étant de renforcer les troupes, mais surtout de préparer une réplique puissante à la hauteur de cette attaque. La bravoure des soldats de l'armée nationale tchadienne en opération à Barkaram a été saluée par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, chef suprême des armées. Il a observé de près l'ampleur des dégâts avant d'assister avec émotion à l'inhumation de ses frères d'armes qui sont héroïquement tombés les armes à la main en défendant la mère patrie. Les familles des disparus ont ensuite reçu des condoléances du chef de l'État tchadien qui a donné ses directives précises pour assurer une prise en charge optimale des blessés dans les divers hôpitaux de la ville de N'Djamena. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, conscient que la guerre est faite de haut et de bas, a pris la décision d'organiser une riposte. Il a organisé sur place une réunion de guerre en présence des chefs militaires en opération au lac Tchad et de ceux venus de N'Djamena. Le chef suprême des armées, en soldat aguerri et homme de terrain, tient un langage de fermeté. Poursuivez les éléments de Boko Haram, même en dehors de nos limites territoriales. Infligez-leur une raclée au-delà de leur forfaiture de Barkaram. Autre instruction du chef suprême des armées à ses soldats, soyez vigilants, ne baissez pas la garde, nous sommes en pleine crue et l'ennemi profite souvent de cette période pour nous attaquer, comme c'est le cas aujourd'hui. Ne laissez aucune portion du territoire tchadien à l'ennemi pour qu'il puisse s'infiltrer. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, lance depuis Barkaram une opération foudroyante de riposte baptisée Askanit. Askanit, en arabe local, est une herbe très collante et dotée d'épines redoutées. Pour traduire ces paroles en actes, le chef suprême des armées, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, montre la voie à ses troupes et refuse de regagner la capitale et décide de camper aux confins du lac Tchad pour organiser et diriger personnellement la riposte. Tout notre souhait est de voir le terrorisme complètement être banni sur le continent africain. Nous allons en Côte d'Ivoire. On va prendre un petit bain dans la lagune Ébrié. Vous ne savez pas ce que c'est que la lagune Ébrié pour certains qui nous regardent au Kazakhstan. Alors nous vous présentons cette lagune. Regardez, une lagune comme ça qui baigne la belle capitale Abidjan. C'est celle-là qu'on appelle la lagune Ébrié. En France, on l'appellerait la Seine à Paris. Nous sommes en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, nous irons dans sa capitale Yamoussoukro, où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Thiemo Komiélet Koné, a ouvert le lundi 28 octobre dernier le séminaire consacré aux maires et élus locaux. Une session de formation pour permettre aux maires et présidents généraux d'être rigoureux dans la gestion des derniers publics. Ce séminaire a été organisé par la Cour des comptes de la République de Côte d'Ivoire. Fidèle à ses habitudes de chasseur d'images, l'équipe dirigée par Ousmane Koulibaly et David Venant, assistant, et le tout réceptionné comme ça et concocté par Marcel Bassolé. Pour les collectivités territoriales, disposer des ressources est primordial pour assurer leur fonctionnement et favoriser le développement socio-économique. Elle tire ses revenus des subventions et des impôts perçus sur les citoyens. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329 milliards, dont 208 milliards au titre des recettes affectées et 120 milliards au titre de dotation budgétaire de l'État aux collectivités territoriales et aux districts autonomes. La Cour des comptes a pour mission, entre autres, de s'assurer du recouvrement des ressources publiques et de leur bon emploi afin de promouvoir la transparence. C'est précisément ce qui a conduit à l'organisation de ce séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion des finances publiques ». Au regard des attentes des administrés et au regard des contraintes économiques, l'efficacité de l'action publique locale requiert l'optimisation et de la mobilisation des ressources financières, requiert aussi la transparence et la rigueur dans l'utilisation des fonds publics, avec la pleine conscience qu'il faut rendre compte à l'État
et à nos populations. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thiemoko Méliès Koné, au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, exhorte les gestionnaires des cités à la redevabilité. Je salue l'initiative de la Cour des comptes d'organiser ce séminaire qui contribue de manière significative à renforcer les capacités de nos élus locaux. Il est, en effet, primordial que tous les niveaux de pouvoir, qu'ils soient nationaux ou locaux, puissent bénéficier des outils et des compétences nécessaires pour une gestion optimale des ressources publiques. Cette rencontre nous offre également une occasion tout à fait indiquée pour insister à nouveau sur l'importance de la décentralisation. Celle-ci est un instrument de gouvernance publique qui permet aux collectivités locales de mieux répondre aux aspirations des citoyens. Cependant, cette décentralisation ne sera véritablement efficace que si elle s'accompagne d'une gestion exemplaire des ressources financières. Ce séminaire, qui en est à sa 3e édition, permettra aux élus locaux d'apprendre notamment les concepts liés à la numérisation et à la mobilisation des ressources propres, le mode du fonctionnement du compte unique du Trésor et les responsabilités des ordonnateurs. Retour au Togo, ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest. Parlons du partenariat Togo-BADEA. Le chef de l'État, Faure Essossim Bayasimbe, a reçu M. Sidi Ouldeta, le DG de la BADEA. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essossim Gnassingbé, s'est entretenu avec le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. M. Sidi Oulta a partagé avec le chef de l'État togolais la situation de la BADEA, ses innovations et les perspectives de partenariat entre le Togo et son institution. À l'occasion, il a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner davantage la politique de développement du président de la République. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et l'objet de cette audience était de présenter à son Excellence donc, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, les derniers développements au sein de la banque, mais aussi les perspectives de partenariat avec le Togo. C'était aussi une opportunité pour moi de recueillir les priorités du pays à travers son Excellence et d'exprimer et réitérer l'engagement de la BADEA et du groupe de coordination arabe à continuer à apporter tout leur appui aux priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Comme vous le savez, la BADEA est un partenaire de longue date du Togo et donc elle a à ce titre financé des infrastructures routières, elle a financé des projets hydrauliques, elle a financé aussi des projets dans le secteur de l'énergie et bien sûr dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique est une institution financière destinée au développement de la coopération économique, financière et technique arabo-africaine. Comme c'est de coutume dans ce programme, nous vous présentons comme ça un pays. Et dans ce numéro, nous avons décidé de mettre le cap sur la République de Djibouti, dont le nom du pays est aussi le nom de la capitale. Reportage Constant Eka, Marcel Bassolé. En 1975, l'Union nationale pour l'indépendance, parti qui soutient Ali Aref, amorce le processus pour l'indépendance, dont le principe est reconnu par le gouvernement français le 18 mai 1977. Après référendum, le territoire français des Afars et des Issa accède à l'indépendance le 27 juin sous le nom de République de Djibouti. Djibouti est à la fois la capitale, le centre économique, administratif et culturel de la République de Djibouti. La ville de Djibouti, construite autour de 1886 à 1900, a hérité d'un riche patrimoine culturel et architectural urbain, mélange d'influences de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Djibouti est baigné par l'océan Indien à l'est et limité par la Somalie au sud, par l'Éthiopie au sud et à l'ouest,
par l'Érythrée au nord. C'est un État d'Afrique orientale. Sa superficie est de 23 000 km². Sa population, appelée les Djiboutiens, est estimée à 1 120 849 habitants, selon l'indice de 2022, avec une densité de 39 habitants au km². La part de la population urbaine est estimée à 79%. L'espérance de vie en République de Djibouti est de 60 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes. Les langues parlées sont l'arabe et le français. Sa monnaie est le franc de Djibouti. La population musulmane se compose à part presque égale de deux peuples parfois rivaux, les Issa et les Afars. Plus de la moitié de la population se concentre dans la capitale. Le produit national brut, selon l'indice 2022, en sigle PNB, se situe à 3 milliards de dollars. Et le produit national brut en sigle PNB par habitant, selon les indices 2022, se situe à 3 310 dollars américains. Son IDH, quant à lui, est de 0,509. Le taux de croissance annuel du PIB, produit international brut en sigle PIB, selon les indices 2022, se situe à 3,1%, alors que le taux annuel d'inflation, selon les indices 2022, se situe à 5,2%. La structure de la population active dans le milieu de l'agriculture est de 1,2% et dans les mines et industries se situe à 6,1%. Dans les services, on les retrouve pratiquement à 92,7%. Son PIB en 2022 dans l'agriculture spécifiquement se situe à 1,8% et dans les mines et industries à 15,3%. Tandis que dans les services, on retrouve 82,9%. Son taux de chômage, toujours selon les indices 2022, s'est situé à 27,9%. Sur le plan touristique, le tourisme, dont les recettes en 2018 avoisinaient les 57 millions de dollars américains. Quant au commerce extérieur, selon les exportations des biens et les indices de 2022, affichent 4 600 000 dollars américains. Et les importations de biens, toujours selon les indices 2022, 4 327 000 dollars américains. Quant à la défense nationale, les forces armées nationales, selon les indices 2020, affichent 13 000 individus. Alors que les dépenses militaires, selon les indices de 2008, sont de 4,1% du produit intérieur brut en sigle PIB. Djibouti ambitionne de devenir un important carrefour commercial grâce à son nouveau complexe portuaire et financier, en collaboration notamment avec Dubaï et en attirant des capitaux étrangers. Son économie est très liée à celle de l'Éthiopie, qui bénéficie, grâce à son port, un débouché sur la mer. Le pays a ainsi signé avec cette dernière et le Soudan du Sud un accord de coopération. Il a lancé d'ambitieux et coûteux travaux d'infrastructure, à savoir des routes, des chemins de fer et oléoducs, avec notamment l'appui financier de la Chine qui dispose depuis 2017 d'une base militaire, tout comme les États-Unis et la France. La croissance économique est soutenue depuis 10 ans, près de 8% en 2019, avant la crise sanitaire et économique due à la pandémie de Covid-19, mais ne profite pas à la population. Et le pays s'est fortement endetté pour financer son développement. La reprise est estimée à 5% en 2023. Le lac Assal, territoire aride, la région offre surtout un intérêt stratégique de par sa situation à l'entrée de la mer Rouge. La population juxtaposant deux ethnies dominantes, à savoir les Afars et les Issa, islamisés, vit surtout de l'élevage ovin dans l'intérieur. Mais plus de la moitié des habitants se concentrent à Djibouti, la capitale. La République de Djibouti est située à l'entrée de la mer Rouge, à la jonction de deux grandes zones de fracture de l'écorce terrestre, à savoir la Rift Valley d'Afrique orientale et la grande fracture le long de laquelle se séparent les plaques africaines et arabiques en donnant naissance à la mer Rouge. Le lac Assal est le point le plus bas de l'Afrique, situé au-dessous du zéro marin. Le climat est semi-aride. Les pluies surviennent à n'importe quel moment de l'année et sont très irrégulières. La végétation clairsemée est constituée d'arbustes aux buissons épineux, des xérophiles qui composent les acacias et les euphorbes. Elle permet tout juste de nourrir les troupeaux, à savoir les chameaux, les bovins, ovins,
caprins et les pasteurs nomades. Les conditions naturelles sont donc peu favorables aux productions rurales, dominées par l'élevage, les cultures se limitant à un peu de maraîchage. La sécheresse des années 1980 a accéléré le déclin du nomadisme traditionnel en provoquant un important afflux des pasteurs vers la capitale, renforcé par l'arrivée des réfugiés éthiopiens et somaliens. La capitale Djibouti, par sa position géographique et stratégique, la ville de Djibouti qui regroupe plus de 4/5 de la population, a une économie fondée sur des échanges et sur le développement d'activités de services. C'est avant tout un port récemment agrandi, avec une population cosmopolite et des activités commerciales omniprésentes, bien que le chemin de fer d'Addis Abeba ne dispose plus du monopole de fait de l'approvisionnement de l'Éthiopie. Djibouti, par nature, est très sensible à la conjoncture régionale. Le pays accueille une base militaire française, dont les effectifs ont été récemment ramenés de 3200 à 2600 soldats. Les transferts financiers correspondants compensent en partie le déficit structurel de la balance commerciale, à savoir que le pays importe la quasi-totalité de ses biens de consommation. Malgré ses liens étroits avec la France, Djibouti ne fait pas partie de la zone franc. Sa monnaie, le franc djiboutien, étant rattaché au dollar américain. La religion musulmane, rite sunnite en particulier, ne suffit pas à assurer l'unité du pays, que menacent régulièrement les antagonismes entre les deux principaux groupes humains, à savoir les Afars, présents principalement dans le nord-ouest, et les Issa, population de Somalie vivant dans le sud, aujourd'hui majoritaire. Après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, Djibouti accueille en 2002 une base américaine. Entre 1500 et 1800 hommes destinés à intervenir contre d'éventuels groupes terroristes dans une région qui s'étend de l'Afrique orientale à la péninsule arabique, ainsi que la plus importante base militaire française à l'étranger. La nature de l'État est une république à régime présidentiel. Et son président de la République, chef de l'État, est son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Maintenant que vous savez tout sur la République de Djibouti, nous quittons Djibouti pour la Côte d'Ivoire, encore sur les bords de la lagune Ébriée, ce pays qui a un développement faramineux. Vous savez, le président de la République de la Côte d'Ivoire, ce grand pays, n'est autre que son Excellence Alassane Ouattara. C'est de notoriété publique, tout le monde le sait. De part et d'autre de la planète, on sait que ce pays est dirigé par le président Alassane Ouattara, et pour longtemps encore. On se retrouve juste après la réclame. En Côte d'Ivoire, les jeunes sont pris au sérieux. Le gouvernement a mis un accent particulier sur la jeunesse à travers le ministère dirigé par un brillant ministre jeune, lui aussi, M. Touré Mamadou. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, M. Touré Mamadou, a fait des heureux chez ses compatriotes en remettant au total 416 millions de francs CFA à plus de 700 jeunes, dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement, en sigle PJGouv, et ceci dans la région de la Maroé, précisément à la préfecture de Boisflé. C'est dans cette préfecture de Boisflé que s'est déroulée cette cérémonie où les heureux gagnants se sont comptés par centaines. Reportage Raoul Sankoué, Ousmane Koulibaly, assisté de Edith Lédy-Vonan, et à la post-production Marcel Basselet. La préfecture de Boisflé, 758 jeunes de la région de la Maroé bénéficient de la solidarité agissante de la République. Ils reçoivent au total 416 355 000 francs CFA dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement PJGouv. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a mis en place 3 dispositifs. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, en abrégé TIMO, les activités génératrices de revenus, AJR, et les micro et petites entreprises, PME. Le chèque va me permettre de renforcer mon commerce, de renforcer mon salon de coiffure. Je remercie le président de la République. Un soulagement pour les élus de la région de Maraoué. Le ministre Touré Mamadou, on a la chance de l'avoir. Il innove pour permettre à la jeunesse
jeunesse d'aller de l'avant. Selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, cette cérémonie symbolise les effets bénéfiques de l'exercice du pouvoir par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les activités d'insertion des jeunes touchent toutes les localités du pays. Nous avons remis des chèques à des jeunes entrepreneurs qui vont de 100 000 jusqu'à 2 millions de francs CFA pour leur permettre donc de mener des activités génératives de revenus. Sur la période de 2023 à 2025, une somme totale de 1118 milliards de francs CFA a été distribuée à 1 500 000 jeunes. Il est important de noter que le début de cette initiative remonte à 2023, année qui avait été consacrée à la jeunesse. Nous quittons un temps soit peu la Côte d'Ivoire pour ce qu'on a désormais coutume d'appeler la belle famille. Eh bien, la belle famille, c'est le Cameroun. On va au Cameroun et là-bas, nous allons parler encore des jeunes, des enfants surtout. La lutte contre la poliomyélite dans la sous-région camerounaise, où une vaccination a été organisée pour les enfants. Présent à cette séance de vaccination, l'équipe de CNN Cameroun, dirigée par Stéphane Egou, avec la participation de Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatois, Jean-Richard Gozo et Eric Bikek. Les premières journées nationales de vaccination de riposte à l'épidémie de poliomyélite sont destinées pour les enfants de 9 à 59 mois. Les populations autochtones, les nomades, les réfugiés et les déplacés internes sont particulièrement visés par la riposte. En réponse à la réapparition de le Cameroun a organisé du 24 au 27 octobre 2024 les journées nationales de riposte contre la poliomyélite. 2 gouttes du vaccin contre la poliomyélite seront administrées aux enfants de 0 à 5 ans lors des journées nationales de riposte contre la poliomyélite. Voilà qui rassure déjà certains parents. La riposte a pour objectif de toucher 6,7 millions d'enfants à travers tout le Cameroun et elle est organisée de manière épidémiologique en tenant compte de la présence du variant de poliovirus de type 2. Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé publique, le docteur Malaouda Malachi, il est évident que les États du bassin du lac Tchad, Cameroun, Nigeria, République centrafricaine, Tchad, Niger, planifient en même temps le premier tour de vaccination pour répondre à l'épidémie de poliovirus, variant type 2, confirmée dans la sous-région grâce à la surveillance épidémiologique transfrontalière des maladies évitables par vaccination. C'est donc ainsi que ces États du lac Tchad et du Sahel ont entrepris de conjuguer leurs efforts en vue d'éradiquer dans la sous-région la poliomyélite, une maladie transmissible par l'ingestion d'eau dans les aliments contaminés. Selon les experts en santé, ils sont plus fréquents dans les environnements où les conditions d'hygiène et d'assainissement sont insuffisantes. Aucun traitement curatif n'est actuellement disponible contre la poliomyélite. La préservation de la santé des enfants contre cette maladie est le moyen le plus sûr et efficace car les vaccins ne sont pas disponibles en quantité adéquate suffisante. Personne n'ignore que la poliomyélite, dans ses formes graves, paralyse ou peut causer la mort. En acceptant la vaccination de votre enfant, vous le préservez tout en préservant la communauté. Cependant, le second défi réside dans le fait de faire face de manière définitive à la désinformation et aux idées reçues. De plus, il est également demandé à toutes les couches de la société de se mobiliser et de s'engager dans cette lutte pour soutenir les équipes de vaccination dans les quartiers et les villages les plus isolés et les plus éloignés. Alors, si la Côte d'Ivoire appelle le Cameroun la belle famille, je ne sais pas comment les Camerounais appellent les Ivoiriens. Bon, nous allons quitter la belle famille numéro 1, le Cameroun, pour la belle famille numéro 2, la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan. À Abidjan, tout se fait toujours à grande pompe. À Abidjan, les heureux se comptent tous les jours et toutes les semaines. Et là, il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire. L'aviation civile de Côte d'Ivoire est en joie. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, en a fait des heureux. Comme c'est devenu de coutume pour la première dame de ne pas voir autour d'elle des malheureux. Elle a fait des heureux dans l'aviation civile. Reportage équipe de CNN, dirigé par Ousmane Koulibaly, Edith Vaunan et Marcel Bassolé. 11 jeunes femmes ivoiriennes lauréates de la première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les métiers de l'aviation civile ont été reçues ce mardi au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara.
C'est la première initiative du genre sur le continent qui offre à ces jeunes filles la possibilité d'accéder à un programme de formation dans l'aviation civile, tout frais payé au Maroc. Je n'ai jamais rêvé que ma petite fille bénéficie d'une bourse de la part de la première dame. Elle a postulé et puis elle a réussi. On n'est pas passé par 1000 chemins. Pour le directeur de la SODESAM, M. Jean-Louis Moulot, ce programme est une solution pour pallier le déséquilibre du genre dans le domaine de l'aviation civile, offrant ainsi aux femmes la possibilité d'occuper des postes importants dans ce secteur. 11 candidates sélectionnées sur 328 postulants se rendront au Maroc dès le 1er novembre 2024. Les frais généraux pour cette première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara se chiffre à 330 millions de francs CFA sur les 5 années de formation. Ces frais généraux vont couvrir les frais pédagogiques, les frais de restauration, l'hébergement sur le campus de l'Université internationale de Rabat, l'assurance, les manuels pédagogiques. Un dispositif d'accompagnement est mis en place pour l'encadrement des jeunes filles qui devront être intégrées après leur formation sur la plateforme aéroportuaire en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires sont déterminés à honorer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Nos parents ne se feront plus de soucis pour nous. Cette bourse n'est pas qu'une simple opportunité, mais un accomplissement. L'accomplissement de notre désir à toutes d'exercer dans le domaine de l'aviation. Dans le cadre de cet événement, les jeunes filles ont bénéficié des conseils d'une aînée dans le secteur de l'aviation civile en Côte d'Ivoire, Madame Edith Maladiop, qui est la première femme commandant de bord de Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'aube d'un voyage extraordinaire. Vous avez une chance unique de vous former, de vous épanouir et de contribuer à l'évolution de l'aviation dans notre pays et sur le continent africain. Mon conseil que je vous donne est simple, n'abandonnez jamais. Des propos soutenus par le général Koulibaly, PCA de AIA, ainsi que le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koné. Chers enfants, vous êtes à compter de ce jour des femmes leaders dans l'industrie de l'aviation civile. Et vous pouvez compter sur notre encadrement, notre soutien. Promouvoir ce programme de bourse d'excellence doit être une priorité pour tous, car il est porteur d'un message fort. L'aviation civile doit être le reflet de notre société dans sa diversité et son excellence. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, n'a pas dissimulé sa fierté à l'endroit de ses filleules, qu'elle incite au courage. Mes chères filles, vous êtes toutes mignonnes. Vraiment, je suis fière de vous. L'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui est unique. Le secteur de l'aviation est un domaine particulièrement élitiste, qui nécessite rigueur, discipline et passion pour y travailler. Vous avez été choisis parmi des centaines d'autres candidates pour bénéficier d'une formation de haut niveau et vous êtes désormais en route pour une brillante carrière. Je vous encourage à faire preuve de détermination pour réussir de sérieux dans vos études et de courage dans votre pays d'accueil que vous rejoindrez le 1er novembre prochain. À vos efforts constants répondra le succès. Vous êtes les premières d'une longue liste et je compte sur vous pour bien travailler afin d'obtenir de brillants résultats et nous rendre tous très fiers. Vous êtes les ambassadrices de cette bourse d'excellence et à travers vous, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui brillera à l'extérieur. Avant la remise officielle des bourses, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, la SODESAM et Barry Gold ont signé un protocole d'accord. De plus, elle a remis une enveloppe d'encouragement à ses filleules. Voilà que la première dame de Côte d'Ivoire fait encore des heureux du côté de l'aviation civile. À se demander en Côte d'Ivoire si le gouvernement a le temps de se reposer, si les ministres ont un petit temps pour eux pour essayer de prendre quelques petits moments de vacances. Parce qu'à voir le rythme de travail, on se pose vraiment des questions. On comprend aussi le succès de ce pays. Et quand on sent qu'à la tête, il y a un homme aguerri à la chose politique, un homme aguerri à la chose économique, un homme aguerri à apporter le meilleur pour ses compatriotes, son Excellence le président Ouattara. On comprend pourquoi c'est un des rares pays africains d'ailleurs où les conseils de ministres sont récurrents et là de manière pratiquement bimensuelle.
à savoir le Conseil des ministres du 30 octobre, où l'équipe de CNN a été pour vous choper quelques images. Un Conseil des ministres s'est tenu le 30 octobre 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour ce Conseil des ministres du 30 octobre au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, l'équipe de CNN Côte d'Ivoire était présente. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elivonan, Marcel Bassolé. Dans un pays qui fonctionne à merveille, la tenue d'un Conseil des ministres est un gage de santé de l'État. Ce mercredi, comme à l'accoutumée, de manière hebdomadaire, le gouvernement Begré Mambé de la République de Côte d'Ivoire, autour de son Excellence le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, afin de passer en revue la santé de la nation ivoirienne. Tous les ministres étaient présents. Les proches collaborateurs du président de la République de Côte d'Ivoire, à l'exemple de son directeur du cabinet, M. Fidel Sarasson, ainsi que la secrétaire générale de la République de Côte d'Ivoire, Mme Masséré Touré Koné, et pour précéder l'arrivée du président de la République, l'entrée conjointe de son Excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemo Komele Koné, et le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Begré Mambé. L'arrivée du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, augure le démarrage des travaux du Conseil des ministres. Il est alors 11h GMT. Après une heure d'horloge de travail, passage au peigne fin des sujets de la nation, place à la conférence de presse ordonnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly. Pour une synthèse de ce Conseil de ministres face à la presse nationale et internationale, comme vous le relate ici, les équipes de CNN Télévision présents à ce Conseil de ministres à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, dont 20 points ont été à l'ordre du jour. Au sujet des 20 points, il y a eu 14 mesures générales, dont 2 projets de loi et d'ordonnance, ainsi que 12 projets de décret et 6 communications. Au sujet des projets de loi, au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre les changements climatiques qui affectent significativement notre pays ces dernières années. En effet, les changements climatiques perturbent d'une manière inquiétante l'équilibre écologique et la vie socio-économique, avec des menaces graves et grandissantes sur le bien-être et la santé des populations. Deuxième projet de loi au titre du ministère de la Transition numérique, de la digitalisation en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 3 et 17 de l'ordonnance du 2 août 2017 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, mais aussi entre les autorités administratives. Projet de décret au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission de réforme et un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission administrative de recours. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire de 50 MW dans la région du Tchologo à Kong. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en abrégé ANSSI. Au titre du ministère de la Culture, de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Centre national des arts et de la culture, en abrégé le CENAC.
Le deuxième décret porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, social, culturel et environnemental dénommé Commission nationale de la francophonie, en abrégé CNF. Le troisième décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, en abrégé OIPC. Et le quatrième décret, enfin, porte sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Palais de la Culture Bernard Blin Dadier, en abrégé PCBD. Sur les 6 points de communication, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PSGouv, à fin septembre 2024, qui met en évidence des progrès importants réalisés dans plusieurs secteurs. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au bilan d'opération de contrôle électronique de présence au titre de l'année 2023. La deuxième communication est relative, quant à elle, au compte-rendu de la grève observée par certains syndicats du 15 au 17 octobre 2024. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique. Le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement du programme Emploi Jeunes et de développement des compétences 3, le PGDEC, donc phase 3, au 30 septembre 2024. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport annuel sur l'évaluation de l'état d'avancement de l'action climatique en Côte d'Ivoire. Ce rapport, qui couvre la période allant de l'adoption de l'accord de Paris en septembre 2024, présente l'état de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, les impacts néfastes croissants du changement climatique sur notre environnement, notre économie et nos communautés. Au titre des divers, le Conseil a été informé que dans le cadre de la COP29, Monsieur le vice-président de la République conduira une délégation à Bakou, en Azerbaïdjan, du 10 au 15 novembre 2024. C'est alors que face à la presse, le porte-parole du gouvernement s'est prêté au jeu des questions-réponses. D'abord sur le Conseil des ministres, ainsi que sur les questions générales d'actualité, qui ont valu un point d'humour très apprécié par la presse nationale et internationale. Les Ivoiriens nous montrent que chaque fois que le pays a des défis, ils savent se retrouver. On l'a vu à la CAN, mais tout récemment encore, avec le phénomène Djeneba Djaba, vous avez vu comment est-ce que nous avons été solidaires de notre compatriote de Bordeaux, même si c'est face à nos beaux, les Camerounais. C'est cela le message que les Ivoiriens apportent aux hommes politiques. Prochain Conseil des ministres, le 20 novembre 2024. Voilà, un pays qui est au four et au moulin, un pays qui est au travail, et dont les ministres sont tenus de suivre leur feuille de route. Le gouvernement, baptisé simplement le gouvernement Begré-Mambé. Nous restons en Côte d'Ivoire pour vous présenter le grand format. Nous avons décidé, encore une fois, de consacrer ce grand format à la Côte d'Ivoire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons constaté que les infrastructures et les différentes réalisations en pratiquement plus d'une décennie en Côte d'Ivoire rendent bouche bée tous les visiteurs. C'est la raison pour laquelle l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Coulibaly, assistée de Lévite et d'Yvonan, a décidé de traîner les caméras comme ça en Côte d'Ivoire pour avoir les impressions des Ivoiriens. Ceux qui pensent de ce développement vertigineux en infrastructure, ceux qui pensent de leur président de la République qui a décidé de rendre heureux et de faire admettre aux uns et aux autres, et surtout aux sceptiques, que tout développement passe par les infrastructures, pour être basique, par les routes. Vous verrez que pensent les Ivoiriens et ce qu'ils disent de leur gouvernement et du président de la République de Côte d'Ivoire, qui, je vous le rappelle, est
son Excellence Alassane Ouattara. C'est bien beau. Même ici, quitter ici à la San Pedro, la voie est libre. Ok, on n'avait pas. Quitter ici à la Mans, nous avons la voie. Il y a des villes présentement, il n'y en a pas. Nous, on dit au président de la République de faire ces genres de voies-là pour que le pays soit propre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. À Abidjan, partout où tu passes, il y a la voie. On n'avait pas. Nous sommes contents. On dit au président de la République de continuer comme ça le travail. Parce qu'un pays qui n'a pas de voie, c'est que ce n'est pas un pays, c'est un campement. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, là, quand tu vas à Korogo, il y a la voie. Tu vas à Boaké, il y a la voie. Même, comme on appelle, aller jusqu'à la frontière du Ghana, il n'y avait pas de voie, c'était les pistes. Mais présentement, nous avons les grandes voies. En tout cas, je dis merci au président de la République. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent qu'on ne mange pas le goudron. Mais goudron, là, on ne peut pas manger le goudron. Parce que quand tu rentres à quelque part, qu'il n'y a pas de voie, tu vas faire comment pour avoir de la nourriture? Donc, c'est pas la voie qu'on peut avoir la nourriture. Je remercie le président de la République de continuer le boulot. Mes impressions sur les routes qui ont été faites par le gouvernement, à l'aide peut-être le président de la République, ce sont des bonnes routes. Ça donne l'accès facile aux différentes villes, aux différentes communes. J'apprécie ça beaucoup. Il a fait un bon travail de fond là-dessus. Et on aimerait qu'il puisse encore plus s'améliorer parce qu'il y a encore des embouteillages sur certains coins. Mais c'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Un développement, ça fait partie des infrastructures. S'il y a des infrastructures, il y a le développement. Mais aussi, le développement, c'est l'émergence. L'émergence, là, il faudrait qu'on soit rassasié pour émerger aussi. Donc, la question à deux volets. On ne mange pas le goudron, mais on a besoin de goudron aussi pour se déplacer. Mais aussi, il faudrait que le gouvernement sache que dans les poches, s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas rouler sur le goudron. Voilà, parce que c'est l'argent pour payer les voitures, pour payer les transports. Donc, on a besoin de l'argent pour rouler sur le goudron. Donc, les deux vont ensemble. Je voulais lui remercier d'abord, parce que grâce à ces routes aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a eu un changement d'abord en Côte d'Ivoire, précisément dans la capitale. La capitale a changé complètement devant toute la population. Aujourd'hui, les routes sont très bien tracées. Ça, c'est un d'abord. Ça évite d'abord l'embouteillage. Le deuxième point est qu'à l'intérieur aussi, quand aujourd'hui nous voulons partir à Tchébissou, nous voulons partir à Korogo, nous voyons que les routes sont bien tracées. Il n'y a plus de routes goudronnées, bizarres, comme on le dit, les dos d'âne. C'est un peu vague, mais aujourd'hui, là, on peut dire que là, grâce au président, les routes sont bien tracées au fait. On peut dire que nous avons une des meilleures routes en allant vers le nord, en allant vers l'ouest, tout ça en allant vers le sud. Les routes ont été très bien tracées. En tout cas, je félicite le président Alassane Ouattara pour ce travail-là. Et encore, nous parlons encore des ponts. Nous voulons dire merci encore au président. Grâce encore au 4e pont, aujourd'hui, ça nous facilite plus d'arriver directement à Yopougon. Étant d'abord à 13 juin, nous pourrons aller à Yopougon facilement, grâce au 4e pont qu'il a fait. Nous sommes fiers du président parce que les visiteurs peuvent rentrer dans notre pays, être contents du président. À partir du 3e pont, 4e pont, 5e pont, les voies sont très propres à l'intérieur du pays, Korogo, Man, Yamoussoukro, Abidjan. Concernant les infrastructures de la Côte d'Ivoire, est que grâce à ces nouvelles routes, nous avons accès aux différentes voies et je dirais aussi que ça contribue à valoriser encore le pays vis-à-vis des autres pays. Et grâce au travail du chef de l'État, aujourd'hui, nous citoyens, nous arrivons à circuler comme il se doit et ça évite beaucoup d'embouteillages, etc. Concernant ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ça, je dirais, de leur point de vue, du moment où ils n'ont pas leur pain quotidien, comme on le dit, ils trouvent que l'investissement qui se fait dans les différentes infrastructures n'est pas nécessaire pour le développement du pays. Et ils se basent plus sur les moyens, comment le citoyen doit avoir à manger. Certains diront que le président doit plus investir au niveau du vivrier. Certaines personnes ne voulant pas fournir assez d'efforts pour obtenir du travail, trouvent que l'investissement qui se fait au niveau des infrastructures ne sont pas assez importants. Pourtant, tout cela contribue à la valorisation du pays vis-à-vis
des pays étrangers. Et ces différentes infrastructures contribuent à attirer les étrangers, les investisseurs dans notre pays. Mes impressions concernant les routes faites par le président de la République sont très avantageuses pour le pays. Ces projets sont bons, ces projets sont bénéfiques. Ça nous permet de nous déplacer. Voilà, ça facilite un peu les accès, ça réduit les embouteillages. Voilà, ça fait qu'on gagne un peu en temps. Les personnes qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ça c'est leur point de vue. Parce que pour pouvoir aller au travail, il faut la route. Comme on le dit, la route précède le développement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Hein. Parce que pour aller travailler, il faut la route. Pour aller manger, il faut la route. Donc c'est à travers la route que les produits nous parviennent dans nos marchés. On arrive à faire nos activités. Donc je me dis que les routes, c'est bienvenu au fait. Au niveau de les routes qui sont faites à Abidjan, en Côte d'Ivoire surtout, vraiment ça nous va droit au cœur. Ça fait qu'on gagne en temps. En matière d'embouteillage, en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations. Avant, on prenait 2 heures d'embouteillage. Maintenant, avec les rues qui sont faites, les ponts, vraiment, ça nous fait gagner en temps. Ça nous fait gagner en temps. Et vraiment, on remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la nation. Ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, c'est des gens qui ne sont pas transportés. Voilà. Et peut-être que c'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Sinon, si la voie est bien faite, toute personne gagne en temps. Et puis ça fait c'est le développement du pays que ça emporte. Mes impressions sur les belles routes à ce moment-là, franchement, on est satisfait. Parce que déjà, moi je suis un conducteur, donc ça nous facilite. À cause des embouteillages ont cessé. Et là, nous sommes bien, nous sommes vraiment heureux. Je dis merci au président de la République pour toutes ces voies qu'il nous offre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais franchement, s'il y a des voies, je pense que les activités vont plus vite. Donc ça, c'est à féliciter et dire merci au président par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le président de la République a fait de grands travaux, de grandes envergures. Et nous avons de grandes routes. Les routes sont vraiment bien larges et ça a même diminué les embouteillages. Et surtout, les ponts que nous avons aujourd'hui facilitent les déplacements en Abidjan. Parce que dans le temps passé, il était difficile de pouvoir se déplacer. Il y avait tellement d'embouteillages qu'aujourd'hui, avec ces ponts que nous avons, il est difficile de se déplacer en Abidjan. En quelques minutes, vous vous rejoignez rapidement dans un autre quartier. Donc sur ce côté, vraiment, il a fait de grands travaux et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de lui. Ils ne savent pas, c'est ce que c'est que le développement, c'est ça. Les goudrons, là, quand on les fait, là, on dit toujours que la route précède le développement, c'est ça, non? Alors, mais si la route précède le développement, pourquoi est-ce qu'on va dire qu'on ne mange pas le goudron? Ils ont besoin quand même d'avoir les conditions de vie améliorées. Mais le bitume, c'est bon. Les routes, c'est de bonnes, très bonnes choses. Parce que ça facilite nos déplacements un peu partout en Côte d'Ivoire. Concernant ce que le président a fait comme des routes pour nous, les transporteurs, les chauffeurs, vraiment, c'est quelque chose qui nous facilite à bien rouler et à travailler aussi normalement. Vraiment, on lui remercie beaucoup, le président. Le voir à l'intérieur du pays, vraiment c'est magnifique, c'est fantastique. Je pense que, comme le dit le père de la nation, Fessé Oboigny, que la route précède le développement. Aujourd'hui, on voit que le pays est sur les rails du développement parce qu'on a des voies bitumées qui permettent donc d'avoir des zones accessibles et permettent donc un développement économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne chose à saluer et on va demander donc au président de continuer ainsi pour que les personnes futures puissent profiter de ces routes-là et en faire en Côte d'Ivoire un grand pays. On ne va pas rentrer dans ces genres de réponses, de polémiques. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les routes sont essentielles pour le développement d'une nation. Et la Côte d'Ivoire l'a compris à travers donc, le programme du gouvernement
À travers donc le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie en termes d'infrastructures socio-économiques. Et ça, c'est important et ça à saluer. Tout en vous remerciant d'être comme ça assidus à notre programme, de le regarder toutes les semaines. C'est une émission qui vous donne de l'information panafricaine vraie, le reflet de l'information politique afro-mondiale. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme, n'hésitez pas à vous reconnecter sur votre chaîne de télévision pour regarder les rediffusions sur cnntv.ci avec des informations panafricaines vraies en permanence, 24h/24, et aussi de l'information vraie sur www.siwebinfo.net. Sur Siwebinfo, vous cliquez sur la rubrique replay et vous avez 24h/24, rien que de l'information panafricaine. Je suis Constieka. Au revoir.